parce que vous défendez un dossier indéfendable. Je vais prendre simplement quelques petits exemples. Pourquoi Erdogan, dans le temps, a été en prison avant d'arriver et d'être président de la République par corruption? Pourquoi? Parce qu'il avait cité une phrase d'un poète islamiste qui disait que son armée, c'était, n'est-ce pas, des mosquées, des minarets, et il a été en prison ferme pour cela. Secondo, pourquoi M. Erdogan veut retransformer l'Hagia Sophia, n'est-ce pas, qui est actuellement un musée, qui est la grande capitale culturelle du christianisme oriental, en mosquée? Interrogation judicieuse. Pourquoi on va transformer ça en mosquée? Tertio. Pourquoi M. Erdogan, après avoir été élu, s'est rendu, comme vous savez, comme dans la tradition des sultans ottomans, pour prier dans la mosquée où les sultans, après leur couronnement, n'est-ce pas, allaient prier. Tout ça, je résume pour Erdogan. Hein. Maintenant, venons-en au témoignage des Turcs, pas des Syriens. Moi, je suis, je vous dirais, ami du peuple turc. J'ai peut-être du sang turc, pourquoi pas, hein? Vous avez peut-être du sang kurde ou arménien, quand bien même vous êtes premier secrétaire de l'ambassade de Turquie. C'est ça la multi-ethnicité et la mosaïque de culture que nous défendons. Bien. Alors, venons à deux rapports par deux associations turques d'avocats et des gens qui luttent pour les droits de l'homme, qui disent, net, que des armes turques de Konya ont été affrétées en Syrie. Ces deux associations se révoltent contre la politique d'Erdogan et de son ministre qui est devenu maintenant Premier ministre, qui voulait zéro problème avec les voisins. Vous voyez les zéro problème avec les voisins. La Turquie aujourd'hui a des problèmes avec tous ses voisins. Et M. Davutoğlu, triomphaliste, arrive à être Premier ministre et dit toujours qu'il y a zéro problème. Oui. Dites-moi, monsieur le conseiller, n'est-ce pas, quelle serait l'attitude de la majorité que vous avez matée à Place Taksim, à ce projet, n'est-ce pas, vous qui prêchez la tolérance, et ce n'est pas islamiste, pourquoi voulez-vous donner le nom de Selim Ier à un pont que vous allez jeter, un nouveau pont? Tout le monde sait historiquement que Selim Ier, en rentrant du Caire, a massacré des centaines de milliers de chiites, d'Alévis. Est-ce que les Alévis aujourd'hui en Turquie sont des citoyens comme les autres? Non. Qui sont les gens qui ont été tués dans les manifestations? Ce sont des Alévis. Cher ami, je ne veux pas, je vous renvoie à ces rapports, mais c'est flagrant. Les camionneurs turcs, je connais moi, j'ai vécu sur la frontière de Turquie. Je connais tous ces villages, je les ai faits à pied, je viens peut-être de là-bas. Je peux vous dire que ces camionneurs turcs, on leur a dit, vous portez les armes dans cette zone, entre la Syrie et la Turquie, vous allez les livrer aux djihadistes, mais motus et bouche cousue. Et on a eu des témoignages de ces camionneurs. Et c'est la presse que vous avez muselée qui en a parlé. Ce n'est pas la presse syrienne. Alors, je vous comprends. Vous devez, là, en bon diplomate, défendre votre pays. Vous voyez? Moi, je ne défends pas un pays. Merci bien. Je défends les droits de l'homme. Merci, monsieur le professeur. Je pense que quand même Votre question, c'était sur la diplomatie française. Monsieur le recteur, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, sur la diplomatie française, l'impression quand même qui prédomine, c'est que dans la situation économique où se trouve la France, nous avons eu des gouvernements qui ont escompté obtenir des contrats significatifs de certains pays du Moyen-Orient et plus précisément de certains pays du Golfe.
Dans ce contexte-là, effectivement, la diplomatie française s'est rangée derrière les pays en question, dont on sait quelle politique ils ont eu vis-à-vis de la question syrienne ces 3 dernières années. Donc c'est la difficulté, effectivement, nous n'avons pas eu de politique française autonome vis-à-vis de la Syrie, et donc nous sommes responsables des événements qui se sont déroulés dans la mesure où, indirectement, nous avons absolument soutenu l'État islamique en nous rangeant derrière des pays qui finançaient l'État islamique. Donc il n'y a pas, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, être très fier d'être français dans la mesure où l'histoire de la diplomatie française, c'est justement la capacité à analyser nous-mêmes les problèmes et à décider notre propre politique plutôt que de s'abandonner derrière d'autres qui sont des apprentis sorciers, comme nous venons de le constater ces derniers mois. Et ceci était malheureusement prévisible, parce que même si les médias ont découvert tardivement l'État islamique, tout le monde savait, tous ceux qui suivent cette région savaient que c'était malheureusement l'un des scénarios possibles, ce qui se produit en ce moment. Merci bien. Je vous demande 2 minutes simplement, puisque vous étiez victime. D'accord. Je crois que la victime, c'est nous, puisque monsieur... Personnellement. Oui, premièrement, je dois encore souligner le fait que la position du gouvernement turc, c'est de soutenir l'opposition démocratique et modérée de la Syrie, mais non pas l'État islamique. L'État islamique, c'est un résultat qui est ça vous paraît peut-être rigolé, mais vous devez respecter. Mais je respecte, voilà, mais j'ai le droit de rire, vous savez. Oui, voilà. Vous savez, moi je suis très fidèle au poète de la cour ottomane, Oui, qui aimait beaucoup. Voilà. Permettez-moi de compléter ma phrase. C'est le vide de pouvoir et la situation de non-droit qui est installée au nord de l'Irak et de la Syrie qui a créé cet État islamique. Au départ, le but, c'était pas ça. Le but, c'était de soutenir les aspirations démocratiques de l'Hébreu arabe. Mais malheureusement, à la fin, on est venu à un moment où tout est sorti du contrôle et l'État islamique s'est créé. Là, la Turquie, si vous regardez, c'est le pays le plus touché de la situation actuelle en Syrie et en Irak. Nous avons 1,5 million de réfugiés. Vous avez pillé toutes les usines d'Alep. Mais arrêtez, mais écoutez. Les usines d'Alep, c'est des millions. Ils sont partis où? Vous avez détruit la ville d'Alep. Et puis dites-moi, pourquoi Erdogan veut prier à Damas, à la mosquée de Damas, et le jour où Damas va tomber, et pas à la mosquée d'Al-Aqsa de Jérusalem? Dites-moi, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Que tout ça est du bluff. Hein? Et les peuples musulmans, arabes de la région ne peuvent pas gober toutes ces déclarations. Hein? Sortez un peu de cette médiatisation stalinienne que vous avez en Turquie, avec tout le respect que j'ai pour le peuple turc et tout l'amour que je porte pour lui. D'accord, laissez-moi terminer. Allez-y. Au moins. D'ailleurs, j'ai oublié ce que je devais dire. Voilà, j'ai oublié. Merci beaucoup. Merci bien. Moi, je vous salue. Vous voyez, je n'ai pas à... Vous ne me saluez pas. Vous voyez. Regardez comment on peut... Madame. Je voudrais juste poser une question encore au consul de Turquie. Je voudrais savoir si... Excusez-moi. D'accord. Vous posez vos questions aux intervenants, s'il vous plaît. Oui, alors la question que je voudrais poser, c'est vous savez qu'en ce moment, la ville de Kobané est en train de tomber, que les Kurdes syriens dirigés par le PYD sont dans une lutte féroce contre Daesh. Et il me semble qu'on ne parle pas de ça, et c'est capital, parce que si Daesh s'empare de cette ville de Kobané, c'est toute la région qui va au nord de la Syrie,
avec l'Irak qui va être aux mains de Daesh, et c'est extrêmement grave. Donc je voudrais profiter effectivement du fait que les Turcs ont dit qu'ils allaient protéger la ville de Kobané, et pour l'instant ils n'interviennent pas, donc là il y a quelque chose de tout à fait troublant. Oui, merci. Mais qu'est-ce que vous voulez que la Turquie envoie ses soldats pour faire la guerre? Mais écoutez, si vous êtes décidé à combattre Daesh, la première chose venez à faire, avec c'est... nous, venez avec nous sur la terre. Bah, écoutez, Le combat de terre, venez avec nous. Si on forme une coalition avec la participation des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, s'ils envoient leurs hommes sur la terre, on est prêt d'envoyer aussi. il me paraît capital de sauver cette ville et d'aider les Kurdes qui sont vraiment, parce qu'on parle de tout ça, mais on ne parle pas des gens qui sont en première ligne actuellement. L'État islamique a pris en otage notre consulat. 46 personnes ont été prises en otage pendant 100 jours. Ils ont commis des attentats au sein même de la Turquie. Nos frontières, c'est 900 km et 600 km en Irak est infiltrable. Donc, qui garantit que l'État islamique ne va pas envoyer ces hommes et ne vont pas exploser Istanbul? C'est pas facile. Très bien, monsieur. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais quand même dire un mot parce que, monsieur le consul, vous avez évoqué le mot de laïcité qui effectivement figure dans les textes de la Turquie, mais on s'interroge sur sa traduction pratique. Je ne donnerai qu'un exemple, mais qui va dans le sens, si vous voulez, dans la mesure où on m'a demandé de parler ce matin de la plurireligiosité. Je voudrais rappeler quand même qu'un gouvernement turc, pas l'actuel d'ailleurs, a fermé en 1971 le seul séminaire possédé en Turquie par les orthodoxes, les Turcs orthodoxes, et depuis 1971, ce pays qui s'affiche comme laïque n'a toujours pas permis à cette religion orthodoxe présente à Turquie de pouvoir réouvrir son séminaire et donc de pouvoir former des popes pour la pérennité de cette religion. Donc dans une certaine mesure, cette religion est garrottée par cette décision. Donc il me semble que la Turquie, si elle est un pays laïque, elle s'honorerait de réouvrir le séminaire permettant aux Turcs orthodoxes de pouvoir continuer à honorer leur religion. Merci bien. J'ai un droit de S'il répondre, vous plaît, il y a d'autres on prend des explications sans réponse. Alors comment on va faire? Mais il y a une explication, maintenant je dois répondre à ça. Nous ne sommes pas dans cette période. Mais notre problème, c'était pas la Turquie et la laïcité en Turquie, c'était l'Irak. Maintenant on parle des droits des... Il vous a répondu. C'est pas... Si on a le temps, après vous pouvez... Monsieur Maintenant on parle de la laïcité en Turquie. Oui. Monsieur, Juste une petite remise en perspective historique, un point de détail, je m'adresse au recteur Dumont. Je ne lui fais aucun grief, d'ailleurs, parce que c'est un ami, de parfois avoir manqué un point de détail. Alors, à propos des chrétiens, je ne parlerai pas des chrétiens du Kurdistan qui ont été complètement... il y a eu des évacuations stratégiques de la part du gouvernement turc, et donc toutes les communautés chrétiennes du sud de la Turquie ont quasiment disparu au cours des 30 dernières années. Bon, je parle de l'Irak, vous avez commis une injustice. Rendons à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire à Saddam Hussein, à feu Saddam Hussein, ce qui lui appartient. Les chrétiens ont été particulièrement choyés par le régime baathiste. À une époque où un islamiste n'aurait pas pu mettre le bout de l'orteil sur le territoire irakien. Je rappellerai que Saddam Hussein avait une maîtresse chérie, qu'il décrit d'ailleurs dans un roman qu'on trouve aux éditions du Rocher, qui s'intitule Zabiba et le roi. Sa maîtresse chérie était chrétienne. Dans la chambre de Saddam Hussein, il y avait la Vierge qui était affichée, puisque Saddam Hussein venait d'une ville, Tikrit, qui était la ville aux trois églises, et il était vraisemblablement kurde, et qu'il avait des attaches chrétiennes assez fortes. Je me souviens d'avoir visité un monastère jacobite au pied du Kurdistan, au nord de l'Irak. Il y avait, dans la montagne, il y avait un logement pour Saddam Hussein,
dans la falaise. Sur la falaise, il y avait la plateforme pour son hélicoptère. Les musulmans n'avaient pas le droit de rester dans le monastère à l'intérieur du monastère pendant la nuit. Et Saddam Hussein venait s'y recueillir relativement fréquemment. J'ai découvert aussi ce grand secret que dans les administrations baasistes, l'essentiel était composé de chrétiens. Au sommet, bien entendu, c'était des sunnites, surtout des gens de Tikrit, mais les chrétiens jouaient un rôle très très important dans cette administration très étatisée qui était celle de l'Irak. Un dernier mot, le fils maudit de Saddam, Hussein, tue au cours d'un dîner diplomatique le garde du corps en s'inspirant d'un film de Brian De Palma sur la mafia à coups de baseball, ce qui a laissé un souvenir horrifique. Ce garde du corps était chrétien, comme tous les gardes du corps de Saddam Hussein. Voilà, j'en termine, simplement parce qu'il faut rendre cette justice. Les chrétiens n'avaient aucun statut de dignitude du temps de Saddam Hussein. Très bien. Je peux juste dire un tout petit mot. Une phrase. Une phrase. Vous êtes en train de répondre. Écoutez, merci de ces précisions. C'est tout à fait vrai que si l'on considère la totalité du régime de Saddam Hussein, il n'est pas vrai qu'à tout moment de ce régime, les chrétiens ont subi des vexations. Il y a eu des périodes extrêmement variées au cours de ce régime, des périodes où Saddam Hussein a presque choyé les chrétiens, notamment lors de la guerre entre l'Irak et l'Iran, parce qu'il avait besoin de tout le monde, et d'autres périodes où ils ont subi des vexations. La preuve, c'est qu'en 1991, Saddam Hussein fait voter une loi pour interdire les prénoms chrétiens. Donc, en réalité, il n'y a pas eu du tout, si vous voulez, une attitude permanente selon laquelle Saddam Hussein aurait respecté aussi bien les Irakiens chrétiens qu'il aurait respecté les Irakiens sunnites. Hein, on ne peut pas raisonner comme ça non plus. Hein. Et donc, ils ont... je viens d'écrire un article, si vous voulez, pardonnez-moi d'y faire référence, mais vous m'y obligez. Donc, comme je viens de publier dans le Figaro Histoire tout un article sur la longue histoire des chrétiens d'Orient, vous verrez que je rappelle un certain nombre d'éléments qui montrent, si vous voulez, pour prendre une comparaison, alors je sais bien, il y en a peut-être qui vont trouver que mes comparaisons sont osées, hein, mais c'est un peu comme Staline avec les Juifs, si vous voulez. Il y a des périodes où Staline a utilisé les Juifs parce qu'il en avait besoin, et puis il y a d'autres moments où il leur a fait subir des vexations épouvantables. Donc là, c'est un petit peu tout au long du régime de Saddam Hussein, c'est le chaud et le froid selon les périodes. Merci bien. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Robert André, je suis président d'une ONG de développement qui travaille sur l'Asie, donc pas au Proche-Orient, que je connais tout de même un petit peu. Je voudrais dire deux mots pour défendre monsieur le conseiller de Turquie, qui a attaqué de toutes parts. En dehors des régions où la France a des intérêts propres, en particulier en Afrique, dans cette crise au Moyen-Orient, moi j'ai quand même tout à fait l'impression qu'on essaie de vouloir se battre par peuple interposé. Je reviens à ce que disait la dame derrière. Nous nous sommes engagés dans un conflit et en étant des participants minoritaires. Nous nous sommes engagés pour gérer les émotions du peuple français face à ce qui se passe. Mais gérer nos émotions, on le sait tous, on n'en a pas les moyens. C'est-à-dire que la France, dans l'état où elle est, ne peut pas intervenir militairement, valablement, au Proche-Orient. Et donc on cherche à trouver des gens qui seraient sur le terrain, qui se battraient pour nous, en fait, quelque part. Oui. Et ça, je trouve ça quand même un peu dommageable. La Turquie, je ne connais pas les détails des services turcs concernant l'État islamique d'Irak et du Levant, mais je rejoins malgré tout monsieur le conseiller en disant qu'il y a 1,5 million de réfugiés. J'ai connu de telles situations, moi, en Asie, il y a une trentaine d'années, où des centaines de milliers de réfugiés affluent en Thaïlande, on montrait le droit des Thaïlandais, et pourtant, ils étaient là pour accueillir, bon gré, mal gré, bien ou pas trop bien, mais ils accueillaient les réfugiés de l'Asie du Sud-Est. Et pour la Turquie, ils ont 1,5 million de réfugiés, et ils sont par certains côtés quand même un peu la victime de la situation. Alors que le régime turc, le gouvernement turc,
n'ait pas suivi une politique peut-être adéquate, ça, je n'irai pas jusque-là. Et quand même, le sujet de la discussion, ce n'est pas la Turquie, c'est la laïcité. Parce que sinon, je vous ferai quand même remarquer que M. Erdogan a été élu depuis 10 ans sans coup férir. Hein. Bon, c'est une réalité. Très bien, merci 1,5 bien. million de réfugiés. Vous pouvez vous présenter, vous, s'il vous plaît. Oui, Michel Rimbaud, je suis un ambassadeur à la retraite et j'enseigne au Centre d'études diplomatiques et stratégiques à Paris. Voilà, j'avais juste une petite remarque et puis 3 petites questions très brèves. Ma remarque, c'est au sujet de la Syrie. Donc, j'ai entendu souvent invoquer le régime syrien, mais c'est le gouvernement légal, pourquoi ne pas le dire? À ce titre-là, si on parlait de régime, pour tous les gouvernements qui ne plaisent pas, il n'y aurait pas beaucoup de gouvernements dans le monde, il n'y aurait que des régimes. Or, les régimes sont pour les bananes, mais pas pour les États. Deuxièmement, on a parlé d'aspiration démocratique. Alors, il faut peut-être demander aux Syriens qui sont les aspirations démocratiques du peuple syrien. Il y a des élections. Après tout, si on va en Syrie et si on interroge les Syriens de Syrie et non pas les émigrés, qui sont dans les hôtels, qui prennent tout dans les hôtels, je pense que finalement Bachar el-Assad a une certaine légitimité, mais une légitimité certaine que beaucoup de gouvernants ailleurs dans le monde envieraient. Je pense. Ça, c'est ma remarque. Les aspirations démocratiques, les terroristes modérés, moi je n'y crois pas. Bon. Mes 3 questions sur l'Irak, les choses suivantes. L'opposition modérée, comment? terroriste modéré. Oui, mais enfin, moi j'ai les terroristes modérés parce qu'ils font du terrorisme. Alors, ils en font peut-être modérément, mais beaucoup. Je voudrais passer mes 3 questions sur l'Irak sont les suivantes. Dans l'histoire de Daesh, je trouve qu'on n'a pas beaucoup évoqué, pas assez à mon goût, le rôle des bassistes irakiens, disons des anciens saddamistes, qui, dit-on, ont eu une part prépondérante dans l'affaire de le raid sur Mossoul et dans la suite des événements, puisqu'on dit qu'ils constituent la majeure partie de la hiérarchie de Daesh. Ce qui explique qu'ils arrivent d'une façon très prussienne sur des camions, avec des convois, des drapeaux. Ça fait très prussien, quoi. Pour être poli. Ensuite, la deuxième question, c'est le rôle de El-Malki. Quand il a été limogé, finalement, on lui reproche la concussion, la corruption, etc., d'avoir ostracisé un tel et un tel. Mais ne serait-il pas vrai, qu'est-ce que vous en jouez, si quelqu'un en pense quelque chose, que c'était aussi parce qu'il prenait de l'indépendance par rapport, disons, à ses protecteurs américains et autres, et que finalement, il était très peu malléable et qu'il finissait par se rapprocher de tous les gens que l'Amérique n'aime pas, c'est-à-dire la Russie, l'Iran, la Syrie, coopérer avec la Syrie contre le terrorisme et contre les terroristes modérés. Bon, et donc, je pense que El-Malki a été limogé un peu pour ça. Ma 3e question, c'est toujours sur l'Irak. Que pensez-vous des motivations, disons, des États-Unis en ce qui concerne Daesh, en Irak, mais aussi en Syrie? On a beaucoup l'impression, du moins c'est une impression que beaucoup de Syriens ont, que finalement, si les Daeshis ont perdu 3 bicyclettes et 2 mobylettes depuis le début de l'opération, par suite des raids aériens américains, que par contre, il y a eu pas mal de raffineries, d'infrastructures syriennes qui ont été détruites. Et on se demande si c'est pas ça, la véritable motivation des raids aériens américains sur la Syrie. Voilà. Ce sont des questions. La première partie et la deuxième partie, M. Taran qui va répondre. Alors, Monsieur l'ambassadeur, Michel Rimbaud, merci beaucoup pour vos 3 questions. Mais je vais y répondre positivement pour les 3, parce que tout ce que vous dites est parfaitement exact. J'ai dit, peut-être n'étiez-vous pas là au début de mon intervention, si, que j'avais résumé et que j'avais concentré ce que je voulais dire, mais j'ai mentionné quand même la participation importante des anciens de l'ancienne armée de Saddam Hussein et des baasistes à l'organisation et l'infrastructure de l'État islamique. Donc, oui, vous avez raison, et je l'ai mentionné sans m'étendre dessus. Le deuxième point que vous avez souligné, c'est le... Oui, alors, effectivement, j'ai également mentionné, mais peut-être trop vite, que Al-Maliki avait pris des contacts avec la Chine, la Russie, à laquelle il avait acheté de l'armement d'ailleurs, et qui commençait à inquiéter sérieusement les États-Unis d'Amérique, et que vraisemblablement, en plus de raisons stratégiques, l'Amérique voulait mettre un terme à la direction de l'Irak par M. Maliki. Et le 3e point, je l'ai également oublié, mais je suis d'accord aussi. Les motivations des États-Unis sur la
Daesh, notamment en Syrie, en Irak, Ah oui, alors, ben, là aussi, j'ai fait allusion au fait qu'on se posait des questions, d'abord suite à une intervention du ministre des Affaires étrangères français à la télévision, qui, dès que je l'ai entendu, je me suis posé des doutes sur le soutien que la France apportait aux frappes américaines contre Daesh. Et j'ai dit dans la fin de mon intervention que tout le monde se posait des questions, y compris Bachar el-Assad, puisque j'ai cité une de ses déclarations. On se demande si le but réel des États-Unis n'est pas de contourner l'interdiction de frapper la Syrie qui lui avait été opposée par la communauté internationale en septembre 2013 par cette lutte contre l'État islamique et donc de renverser le régime par des frappes sur la Syrie. Et il est vrai qu'il y a eu des frappes sur des raffineries et des richesses de la Syrie. Et j'ai cité également une déclaration de M. Erdogan qui disait que nous participerons. Il a mis du temps à annoncer la participation de la Turquie à la lutte contre l'État islamique, mais il a annoncé que la Turquie participerait à la lutte contre l'État islamique, mais que la priorité de la Turquie était le renversement de Bachar el-Assad à Damas. Monsieur Rajou, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, merci. Sur ce thème-là, je crois qu'il ne faut pas oublier un point fondamental que sont les négociations entre l'Iran et la communauté internationale, l'Iran et les États-Unis, d'une part et d'autre part. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, y compris l'épisode Daesh en Syrie, en Irak, doit aussi être lu non pas au regard des seuls intérêts américains ou entre guillemets de l'agenda américain dans une théorie conspirationniste, mais, enfin je ne dis pas du tout que vous êtes conspirationniste, mais je veux dire ce qui est traditionnellement repris par les conspirationnistes, mais au regard de la réelle politique et des négociations qui lient actuellement les Américains, les Iraniens, etc. Ce qui veut dire que si les Américains agissent d'une certaine manière, il faut bien aussi avoir à l'esprit qu'ils ont leur message à faire passer aux Iraniens et vice-versa dans le cadre de la grande négociation qui est en train de se dérouler et qui est très largement au-dessus de l'épisode, si vous voulez, Daesh en Irak ou en Syrie. C'est pas sur la Turquie. Non, non, les Turcs sont des amis. C'est juste pour dire que c'est très intéressant qu'est-ce qu'elle a dit. C'est vrai, il y a une stratégie entre les partisans de Saddam Hussein et Daesh. Donc, il y a un peu de stratégie pour ce groupe-là. C'est le but, on a parlé déjà beaucoup sur les questions de l'arc chiite. L'Irak, l'Iran, et la Syrie et le sud du Liban. Si on a créé ici une zone vraiment dans les frontières de l'Irak et la Syrie, une zone sunnite, et on a fait vraiment le nettoyage pour les chrétiens, pour les chiites, pour les turcomans chiites. Donc il y a des isoles. On casse cette arc, en fait. C'est une bonne stratégie pour les partisans de l'ISIS. Et ça, s'ils travaillent comme ça, ils espèrent en fait qu'il y a des aides par les États-Unis, où il y a des, comment dire, on ferme les yeux, parce qu'il y a des stratégies pour on casse cette arc shit. Et donc cette stratégie est vraiment même, vraiment accueillante peut-être pour quelques pays arabes comme l'Arabie Saoudite et comme les Jordaniens en fait. Le deuxième point pour la stratégie de M. al-Maliki, en fait, il y a des points juridiques. Le système juridique irakien après 2005 allait vers le système qui s'appelle consociatif. C'est un système juridique écrit par l'Ishbart, penseur américain, c'est-à-dire que tout le monde participe à la diriger des pays. Il n'y a pas de majorité qui gouverne. Il y a tout le monde. C'est consociatif. Et ça, M. al-Maliki, il n'a pas tout à fait respecté ça. En fait, il faut bien changer, toujours dit al-Maliki, le consociatif en principe étranger dans la démocratie. La démocratie pour la majorité qui gouverne. Donc il a essayé beaucoup, toujours dit j'ai la majorité, et donc il n'a pas vraiment essayé de conduire une honnêteté nationale.
Et la deuxième chose, elle n'a pas vraiment comme le programme de l'Allemagne, par exemple, pour réformer la nazie, pour rentrer dans les vies modernes, elle n'a pas de programme réel dans les politiques irakiennes pour renfermer le pensée bassiste, pour entrer dans les vies démocratiques. Toujours vraiment le bassisme, les débarquifications, elles sont isolées. Et finalement, c'est un cadeau pour Daesh et pour les mouvements. Dernier mot pour le professeur Parent. On a 2 minutes. 2 minutes. Excellence, je vous rends hommage pour vos positions durant toute cette crise syrienne et votre attitude critique vis-à-vis du Quai d'Orsay, duquel vous avez fait partie. Et c'est dommage qu'on ne fait pas à nouveau appel à vous. Je réponds à vos 3 interrogations. Concernant l'affaire des anciens officiers saddamiens, j'en ai parlé, je résume en 2 mots. Monsieur Douri, qui était le numéro 2 de Saddam Hussein, et qui est un grand stratège, appartient à une confrérie islamique qui s'appelle les Naqshbandis. Ces Naqshbandis, à travers l'histoire de l'islam, ont toujours assumé des rôles politiques, que ce soit en Russie actuelle, que ce soit en Turquie, un peu partout, en Tchétchénie. Les Naqshbandis, c'est une confrérie qui aime bien endosser des rôles politiques. Or, ces Naqshbandis se sont alliés par le truchement de Douri à tous les anciens officiers qui ont été exclus par le premier gouverneur américain en éradiquant le Baas, qui était une erreur colossale. C'est ce qu'ils voulaient faire d'ailleurs en Syrie, dans le cas où ils attaquaient, parce que leur but est de détruire les 2 pays qui tiennent tête à Israël. Oui, l'Irak et la Syrie. Et la Syrie reste le seul pays à n'avoir pas signé de traité de paix. C'est dommage. Le second point concernant, n'est-ce pas, vous m'avez dit les... rappelez-moi... Le Maliki. Alors, pourquoi Maliki a été, c'est aussi, il joue la comédie. Tout ça, ce sont, honnêtement, on peut être Premier ministre et pion. C'est qu'il n'a pas voulu, comme vous l'avez dit, faire des concessions aux Américains. C'est pour ça qu'ils ne lui ont pas vendu d'avion. On me dit pourquoi l'aviation irakienne ne bombarde pas. Mais il n'y a pas d'aviation irakienne. Il n'y a pas. Il a demandé des hélicos tueurs de chars. Ils ont compris qu'ils allaient les donner à Assad. Et il a dit, quand Bush lui a dit pourquoi vous ne conseillez pas à votre ami de quitter, en parlant de Bachar el-Assad, il a dit c'est pas mon rôle. Demandez-vous qu'il quitte, il est légalement élu. Je voudrais revenir à la politique de Saddam et des chrétiens, brièvement. Le fondateur du Baas, vous le savez tous, c'est un chrétien orthodoxe de Damas. On en est fiers en France. C'était l'élève d'Emmanuel Mounier. On l'oublie. Hein? Le personnalisme, c'est Mounier. Le personnalisme arabe, c'est Michel Aflaq. L'erreur du Baas irakien, c'est que qu'est-ce qu'il y avait de beau chez Michel Aflaq? C'est que c'est un chrétien et qui crie haut et fort son amour pour l'islam, pour l'arabité. Finalement, on dit qu'il s'est converti à l'islam. Il y a eu toute une campagne que Michel Aflaq est converti à l'islam et est devenu musulman. Donc, ça montre un peu l'ambiguïté de cette attitude. Mais on ne peut pas oublier le rôle des chrétiens, même dans l'Empire ottoman. Il y avait des empereurs, des sultans ottomans qui adoraient, moi je suis un fan de musique ottomane, et les grands compositeurs de cette période de facile, n'est-ce pas, c'était des Arméniens, c'était des Grecs orthodoxes, et ils étaient à la cour de ces sultans. C'est dommage qu'Erdogan n'aime pas la musique ottomane. Bien, merci bien. On va vous donner cette table.